les solutions, on veut dire par là les solutions liquides. Alors, on va commencer d'abord par donner quelques définitions. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un mélange homogène constitué d'une seule phase. Par exemple, l'eau et le sel, quand on les mélange, on obtient de l'eau salée. C'est une seule phase. On désigne on dit solution, mais on veut dire par là la solution liquide. Solution, c'est solution liquide implicitement. On dit aussi, c'est la solution vraie. Une vraie solution, c'est une solution liquide. Et aussi, on dit aussi solution cristalline. Par exemple aussi, la dissolution du sucre qui joue le rôle de soluté dans l'eau qui joue le rôle de solvant. Alors, on va s'arrêter juste à la définition du solvant. Pourquoi l'eau, on lui attribue le qualificatif de solvant? En général, le solvant, il a un nombre de moles plus grand que celui du soluté. Sinon, ça aurait été le contraire. Le solvant jouerait le rôle de soluté et le soluté jouerait le rôle de solvant. Par exemple, on prend du miel et de l'eau. Alors, si on a une grande quantité d'eau dans laquelle on fait dissoudre du miel, on dira donc que l'eau, c'est le solvant et le miel, c'est le soluté. Si c'est le contraire, une grande quantité de miel dans laquelle on mélange avec de l'eau, on dira alors que le solvant, c'est le miel et le soluté, c'est l'eau. C'est tout. Donc le solvant, c'est le nombre de moles qui lui attribue le qualificatif de solvant. Maintenant, qu'est-ce qu'une solution colloïdale? C'est un mélange hétérogène, plus d'une phase. Donc, la solution colloïdale, par exemple, l'eau et l'huile, c'est une solution hétérogène. C'est un mélange hétérogène. On n'utilise plus le terme mélange. On ne dit pas solution hétérogène, on dit mélange hétérogène. Et donc, c'est une solution où nous avons plus d'une phase. Ça ne se mélange pas l'eau et le sel. Et dans cette solution colloïdale, les colloïdes, c'est quoi? C'est des macromolécules. Donc, c'est des molécules du soluté qu'on appelle les colloïdes, sont de taille considérable, entre 10 et 1000 angstroms. Bien sûr, on veut dire le rayon en assimilant, bien sûr, en lui attribuant, en disant que la molécule elle a une forme sphérique. Et par exemple, on dit la dispersion du savon dans l'eau. On remarque qu'on ne dit pas dissolution du savon dans l'eau. Il ne se dissout pas le savon dans l'eau. On dit dispersion du savon dans l'eau. Maintenant, la solution électrolytique, c'est une solution ionique faite d'ions électriquement neutre et elle conduit le courant électrique. Par exemple, la solution de NaCl. NaCl, donc nous avons autant de moles de Na+, que de moles de Cl- pour avoir donc la neutralité. Donc elle est neutre, elle conduit le courant parce qu'elle a des charges et elle est ionique parce qu'elle est composée d'ions. Et on termine par la solution idéale. C'est une solution dans laquelle les interactions solvant-solvant, solvant-soluté et soluté-soluté sont égales. Nous savons que la solution c'est solvant et soluté. Alors, les interactions, on a considéré les interactions interatomiques et intermoléculaires. Alors, nous avons donc, il y aura des interactions entre les molécules du solvant, une molécule du solvant avec une autre molécule du solvant, des forces entre ces molécules-là. Il y aura des interactions entre une molécule du soluté et une autre molécule du soluté, et une interaction entre une molécule du soluté et une molécule du solvant. Si toutes ces interactions sont égales, ça veut dire que le soluté sera, donc on va les négliger. Imaginons une molécule de soluté. Elle est donc sous l'action d'une autre molécule de soluté, donc sous l'action d'une force d'une molécule qui vient d'un autre soluté, sous l'action de la force qui provient d'une molécule du solvant, et c'est égal. Donc ça veut dire que c'est négligeable, c'est à égalité. Donc imaginons qu'on va pouvoir dire que ça se compense 2 à 2. Donc ce sera négligeable. C'est à égalité. Il n'y a pas une force prépondérante par rapport à l'autre. Donc elle sera négligeable et on dira alors que le soluté, dans une solution idéale, ne subit aucune interaction. Donc il est libre. Et quel est le cas des solutions que l'on puisse considérer comme étant idéales? Ce sont des solutions diluées, très diluées, donc dans lesquelles la concentration est inférieure à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors là, on va dire que dans ces solutions idéales, le soluté ne subit aucune interaction parce qu'il n'y a pas, donc c'est une solution idéale, donc il y a peu de soluté par rapport au solvant, donc c'est une liberté totale, donc les interactions sont négligeables. Exemple de solution idéale, c'est le mélange d'alcool.
Alors, on va considérer maintenant l'activité chimique. Dans une solution, les interactions soluté-solvant et soluté-soluté agissent sur la disponibilité du soluté vis-à-vis de toute réaction chimique. Ça veut dire quoi? Nous avons la solution, elle est composée donc d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Nous savons qu'il y a des interactions entre, je prends une molécule de soluté, une interaction entre un soluté et un autre soluté. De 1, il y a l'interaction aussi entre le soluté et le solvant. Alors pour que ce soluté intervienne dans une réaction chimique, il faut qu'il soit disponible. Et dans cette notion de disponibilité, il y a ces interactions qui agissent sur sa disponibilité. C'est-à-dire qu'un soluté, il est d'autant plus disponible que lorsqu'il n'y a pas d'interaction. Lorsqu'il n'interagit pas avec les molécules alentour, il sera plus disponible, plus à même d'intervenir dans une réaction chimique. C'est pas comme lorsqu'il est vraiment, il est appelé dans une interaction avec un autre soluté, il est appelé dans une interaction avec le solvant et il est appelé dans la réaction chimique. Donc il n'est pas totalement disponible pour la réaction chimique. Et dans ce cas-là, donc il faut tenir compte de ça et on va donc déduire que si nous avons un soluté dans une solution, il ne faut pas penser que si la concentration, par exemple, nous avons 1 litre de solution, si nous avons donc 5 moles par litre, il ne faut pas penser que les 5 moles de soluté vont entrer entièrement dans la réaction chimique, puisque cette entrée en interaction, elle sera pondérée, diminuée par la non-disponibilité de ces moles de soluté, par le fait, pourquoi elles ne sont pas disponibles? Parce qu'elles interviennent dans des interactions, donc d'autres choses. Alors on va faire intervenir ce qu'on appelle la notion de concentration active. Nous avons la concentration en chiffres et nous avons la concentration active. Concentration, c'est différent de concentration active. Concentration active, c'est la concentration qui entre effectivement dans la réaction chimique. Et elle n'est pas égale à la concentration. Elle est toujours plus faible que la concentration. Normalement, elle est plus faible que la concentration, sauf dans des cas particuliers qu'on va évoquer. Donc la concentration active, elle est inférieure à la concentration réelle parce que nous avons cette non-disponibilité qui est due aux interactions. Alors la concentration active AI, qu'on dit aussi activité chimique de l'espèce I, de n'importe quelle espèce qui puisse entrer en interaction ou bien qui puisse entrer plutôt dans une réaction, intervenir dans une réaction chimique, que ce soit un atome, une molécule ou un ion. Donc cette espèce, si elle a une concentration CI, par exemple si c'est un atome, ce sera la concentration de l'atome, si c'est une molécule, ce sera la concentration de la molécule, si c'est un ion, ce sera la concentration de l'ion. I, c'est pas pour ion, c'est pour l'espèce chimique I. Alors cette activité, elle sera donc définie par AI, c'est gamma I, CI sur C0. Bon, on va tout définir, donc AI c'est la concentration active, CI, c'est la concentration de cette espèce chimique. AI, c'est un nombre qui n'a pas de dimension. Alors, parce qu'il n'a pas de dimension, qu'on a divisé CI sur C0. C0, c'est une concentration de référence qu'on a pris égale à 1 mol par litre. Bon, 1 mol par litre parce qu'on divise, CI c'est en mol par litre, on divise par C0 qui est égal à 1 mol par litre pour simplifier les mols par litre et donc pour pouvoir aboutir à ce fait que ce soit sans dimension. Donc le 1, ça n'influe pas sur la valeur et on simplifie mol par litre du numérateur sur mol par litre du dénominateur. Gamma I, c'est bien sûr aussi un nombre sans dimension qui est donc ce qu'on appelle le coefficient d'activité. Ce coefficient d'activité, il est toujours compris entre 0 et 1. Bien sûr supérieur à 0 strictement, mais inférieur ou égal à 1. Alors quand est-ce qu'il est égal à 1? On peut le deviner. On a dit que l'activité, donc l'activité d'une espèce chimique, elle est pondérée, donc elle est diminuée par sa non-disponibilité. Et quand est-ce un soluté n'est pas vraiment disponible? C'est lorsqu'il entre en interaction. Et dans quel cas nous avons une disponibilité totale de n'importe quelle espèce chimique? Dans quel cas
nous avons donc la liberté totale de n'importe quelle espèce chimique, c'est lorsque nous avons une solution idéale. Rappelons que pour la solution idéale, le soluté est libre. Tout soluté, même le solvant, on le considère comme étant libre. Il n'y a pas d'interaction. Les interactions sont égales, donc on considère qu'elles sont négligeables. Elles se compensent, donc on les néglige. Et donc, si donc, gamma i est égal à 1, à ce moment-là, AI, ce sera CI sur C0. Donc voilà, donc pour la solution idéale, gamma i est égal à 1. Une petite parenthèse, vous pourriez rencontrer dans certains ouvrages, AI, c'est gamma i par CI, tout simplement sans le C0. Bon, ils font attention, certains l'utilisent, c'est pas faux, parce que C0 c'est égal à 1 en fait, c'est juste pour enlever la dimension. Voilà. Ou bien, on prend CI sans dimension, sinon, pour enlever la dimension, on divise par C0. Alors, maintenant, faisons une petite remarque. AI, cette activité chimique, on peut la calculer en termes de fraction molaire. Elle s'écrit donc aussi AI, c'est gamma I, NI sur N total. Alors, NI sur NT, c'est la fraction molaire de n'importe quel composant de la solution. Alors, NI, c'est le nombre de moles de l'espèce I. Et N total, c'est le nombre total de toutes les moles de toutes les espèces dans la solution. Bon, donc ça se calcule aussi de cette façon-là, et NI sur NT, c'est ce qu'on appelle la fraction molaire. Alors, ceci va nous permettre d'obtenir des valeurs particulières. Si on considère donc le solvant, par exemple, pour le solvant, AI c'est égal à combien pour le solvant? Ou bien pour les corps purs. Commençons d'abord par le corps pur. Un corps pur, c'est quoi? C'est un corps qui n'est mélangé à rien du tout. Admettons par exemple, prenons l'huile. L'huile, c'est un corps pur. Donc, le liquide, c'est un corps pur, donc on n'a pas de solution, c'est un corps pur. Alors, le nombre NI, c'est égal au nombre total. Le nombre de moles de l'huile, c'est le nombre total de tout ce qu'il y a. Donc, NI sur N total est égal à 1. Aussi, ce corps pur, on peut admettre qu'il est libre. Il n'y a pas d'interaction pour ce corps pur. Parce que, imaginons, gamma I, c'est quoi? Ce coefficient d'activité. Donc, il est égal à 1 pour les solutions idéales. Toujours, on revient aux solutions idéales. Solution idéale, c'est-à-dire pas d'interaction. Pour, maintenant, la molécule d'huile qui est seule. Il n'y a que des molécules d'huile dans ce liquide-là. Donc, elles sont égales, les interactions aussi. Une molécule d'huile avec l'autre, c'est la même chose qu'une molécule d'huile avec la deuxième. Donc, on peut négliger ces interactions. Donc, on peut considérer et admettre que la molécule d'huile, elle est complètement libre. Et donc, gamma I est égal à 1. Donc, le liquide composé, le liquide d'huile, c'est comme si c'était une solution idéale. Toutes les interactions sont égales, donc négligeables. Donc, les molécules sont considérées comme étant libres d'interaction. Pour maintenant le solvant. Pour l'huile qui est le corps pur, NI sur N total est égal à 1 et gamma I est égal à 1, donc AI est égal à 1. On met ça de côté. Pour le solvant, l'eau par exemple, dans une solution, on a dit que le nombre de moles du solvant, il est beaucoup plus grand que le nombre de moles des solutés. C'est pour ça qu'on lui attribue le qualificatif de solvant. Alors, NI sur N total. Donc, N total, c'est le nombre total de toutes les moles. Et NI, c'est le nombre de moles du solvant. Et ce nombre de moles du solvant, c'est presque égal à N total parce que c'est lui qui existe en prépondérance. Et donc, NI sur N total est égal à 1. Donc, on parle du solvant. Gamma, maintenant, pour le solvant. Pareil. Gamma pour le solvant, on va le considérer comme étant égal à 1. Il est prépondérant. C'est comme si qu'il existait seul. Même si la solution est concentrée, mais la molécule du solvant, donc le gamma de ce solvant est égal à 1 aussi. Parce qu'il est libre, même s'il interagit avec les solutés et qu'il interagisse avec les molécules de solvant. Il restera toujours qu'il est presque libre. Il est en prépondérance, c'est comme si c'était un corps pur, parce qu'on peut dire que le solvant, c'est ce qu'il y a toujours en prépondérance, c'est comme si c'était un corps pur. Et on admettra donc que pour les corps purs et pour les solvants, AI est égal à 1. La force ionique d'une solution qu'on représente, qu'on symbolise par I. Alors on va commencer par dire que la solution que l'on considère, elle est constituée de K ions. K, c'est le nombre des ions. Chaque ion ayant une concentration CK et une valence ZK. Cette force ionique, elle s'exprime par la formule suivante.
c'est 1 demi la somme sur K de CK, ZK au carré. D'abord, rappelons, c'est quoi la valence? La valence d'un ion, c'est le nombre de liaisons que cet ion puisse faire donc pour former des molécules. Par exemple, pour l'aluminium 3+, nous avons 3+, donc il aura besoin de 3 ions Cl-, AlCl3. Donc la valence sera +3. De même pour l'oxygène, il aura besoin de 2 ions H+, donc la valence sera -2. On garde le signe du nombre en exposant pour dire que la valence sera avec le signe -2 pour l'oxygène, +3 pour l'aluminium et +1 donc pour l'hydrogène. Cette force ionique n'est pas une force en termes de force comme la force de Newton. Elle s'exprime en fait en mol par litre. Elle intervient, cette force ionique, elle intervient dans l'activité chimique des ions. L'activité chimique ou bien la concentration active. Donc, si on regarde bien la formule qu'on a pour la force ionique, nous avons la concentration. Elle dépend directement des concentrations. Revenons à l'activité chimique. L'activité chimique d'une espèce, on vient de le voir dans la diapo précédente, elle dépend aussi des concentrations. On a dit que lorsque la solution est idéale, quand les espèces chimiques sont libres de toute interaction, donc plus disponibles pour entrer dans une réaction chimique. Plus c'est concentré, moins c'est disponible. Et donc, il y a une liaison directe entre I qui dépend des concentrations et l'activité donc de l'espèce chimique, donc bien sûr qui est l'ion pour notre cas. Cette intervention, elle a été donc calculée, elle a été donc donnée par le biais d'une formule par Debye-Huckel pour bien sûr un cas particulier lorsque I, cette force ionique, est inférieure à 0,05 bien sûr mol par litre. Donc cette intervention, elle s'exprime par la formule de Debye-Huckel comme suit. Log de gamma I, c'est moins 0,5 ZI carré, racine de I sur I0. I0, c'est toujours la référence, c'est une force ionique de référence, 1 mol par litre. Pour éliminer les mols, on ne fait pas la racine d'un nombre avec une unité, donc on divise par 1 et mol par litre pour éliminer donc les mols par litre. On voit bien maintenant que gamma I et I ne sont pas, donc il n'y a pas une proportionnalité en termes de valeur algébrique, c'est-à-dire plus grande est la force ionique, entre guillemets, ça veut dire plus grandes sont les concentrations, moins grande sera l'activité, le coefficient d'activité. Donc lorsque c'est très concentré, la force ionique est élevée et l'activité, le coefficient d'activité diminue, et donc l'activité bien sûr diminue avec lui parce que la concentration, elle agit sur la disponibilité, elle rend les ions moins disponibles. On va concrétiser ça par un exercice. On nous demande de calculer le coefficient d'activité de l'ion chlorure dans deux solutions différentes. L'une de MgCl2, de concentration 10 à la puissance moins 3 mol par litre, et l'autre dont LaCl3, de même concentration. La c'est le lantanium, et comparant. On nous demande de comparer. On va comparer, on va voir bien sûr l'activité chimique. Ce n'est pas une constante, on va trouver des valeurs différentes d'une solution à l'autre. Et ceci donc va être expliqué par aussi la variation de la force ionique. Alors pour répondre à cet exercice, on démarre donc de MgCl2 qui se dissocie en Mg2+, plus de Cl-, c'est une liaison ionique. La concentration, donc on va d'abord calculer ou bien donner les concentrations de l'ion Mg2+,
avec sa valence et la concentration de l'ion Cl- avec sa valence. La concentration de Mg2+, c'est la même que la concentration de MgCl2, c'est 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Sa valence, c'est plus 2. On écrit C indice Mg2+, ou bien Mg2+, entre crochets, c'est la concentration, implicitement, c'est la concentration molaire. Pour Cl-, sa concentration, c'est 2 fois la concentration de MgCl2, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, sa valence étant égale à moins 1. On va partir maintenant pour calculer le coefficient d'activité gamma. On doit d'abord passer par la force ionique. Si on obtient une valeur qui nous permet d'utiliser la formule de Debye-Hückel, alors on peut calculer gamma. Alors, pour la force ionique, on utilise la relation qu'on connaît. C'est 1/2 la somme sur K, CK, ZK au carré. K, c'est le nombre d'ions. Nous avons deux types d'ions. Nous avons Mg2+, et Cl-. On applique, donc ce sera 1/2 la concentration de Mg2+, par sa valence au carré, plus la concentration de Cl- par sa valence au carré. Et on obtient, tout calcul fait, 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Maintenant, pour appliquer la formule de Debye-Hückel, il faut que cette force ionique soit inférieure à 5 fois 10 à la puissance moins 2. C'est le cas, donc on peut l'appliquer. Que dit cette relation? Elle dit que log de gamma i, c'est moins 0,5 zi carré racine de i sur i0. I0, c'est pour la référence, c'est une valeur de référence, c'est 1 mol par litre. On l'utilise pour éliminer l'unité en dessous plutôt de la racine. On remplace. Et on obtient, donc on calcule log de gamma i. À partir de cette valeur, on va trouver gamma i. I, c'est l'ion, donc c'est Cl- dont il s'agit. Donc ce sera 0,9389. On laisse de côté. On passe à LaCl3. Il se dissocie en donnant La3 plus 3Cl-. Pareil, on va calculer donc la concentration de La3 c'est la même que LaCl3. C'est 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Sa valence, c'est plus 3. Et la concentration de Cl-, c'est 3 fois la concentration de LaCl3. Et c'est 3, donc c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et sa valence, bien sûr, on l'a déjà donné plus haut, c'est moins 1. On passe à la force ionique. I, c'est 1/2 de la somme sur K, CK, ZK carré. On remplace, donc ce sera 1/2 la concentration de La3+ par sa valence au carré, plus la concentration de Cl- par sa valence au carré. Et on obtient 6 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Ça reste inférieur à 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc toujours la formule de Debye-Hückel, elle est applicable. Et voilà, donc log de gamma i, c'est moins 0,5 racine de zi carré, racine de plutôt moins 0,5 zi carré racine de i sur i0. On remplace et à partir du résultat que l'on obtient, on trouve gamma Cl-, c'est-à-dire 0,9147. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ou bien interpréter? D'abord, donc on note tout de suite que lorsque la force ionique gamma varie, même qu'il s'agisse du même ion Cl-, ce n'est pas forcément le même gamma. Ça varie. Donc le coefficient d'activité, il varie avec la force ionique, indirectement, il varie avec les concentrations. En plus, donc, on écrit ça, le coefficient d'activité gamma i varie avec la force ionique, et aussi, dans la relation de Debye-Hückel, log de gamma i, c'est moins 0,5 zi carré racine de i sur i0. Donc, on voit très bien que log de gamma i, c'est une fonction croissante, et l'autre, moins 0,5 zi carré racine de i sur i0, c'est une fonction décroissante. Donc, lorsque i augmente, gamma diminue. C'est le cas. On passe du premier cas, i, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3, c'est inférieur à 6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc pour 3 fois 10 à la puissance moins 3, nous avons gamma qui est plus grand que lorsque c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on peut écrire que si I1 est inférieur à I2, donc gamma 1 est supérieur à gamma 2. On passe maintenant à la notion de potentiel chimique. D'abord, il faut savoir que l'énergie d'un système, elle varie lorsqu'on varie le nombre de moles de ce système, le nombre de moles de toute espèce I de ce système. Un système constitué de plusieurs espèces, si il a une certaine énergie, si on varie le nombre de moles d'un constituant, d'une espèce I de ce système, l'énergie, elle va varier. Donc, le nombre de moles du système qui influe sur le nombre de moles de l'espèce I qui influe sur l'énergie du système, ceci confère
à l'espèce I un potentiel, et ce potentiel, on l'appelle le potentiel chimique. Son unité, c'est quoi? Puisque l'énergie varie lorsqu'on varie le nombre de moles. Donc, il est exprimé en joules l'énergie par le nombre de moles, et il est donné par la relation suivante. Mu I c'est l'espèce I, à une température T, donc ça varie avec la température, c'est mu I 0, on va définir c'est quoi mu I 0, plus RT ln AI. AI, c'est la concentration active, donc c'est l'activité chimique de ce système. Alors, mu I 0, c'est le potentiel de l'espèce I lorsqu'elle est dans son état standard. Par définition, c'est quoi l'état standard d'un corps? C'est son état physique le plus stable. C'est l'état physique le plus stable de ce corps lorsque nous avons une température donnée et à la pression atmosphérique. Donc n'importe quel corps, dans quel état il se trouve et quel est l'état stable dans lequel il se trouve à la pression atmosphérique émise pour une certaine température. Par exemple, à 298 Kelvin, l'état standard de l'eau est liquide. Pour la pression atmosphérique et 298 Kelvin, l'eau, elle se trouve à l'état liquide, donc c'est ça l'état standard. Et pour cet état standard, on connaît, il y a une valeur caractéristique du potentiel chimique de l'eau dans cet état-là. Maintenant, si la solution est idéale, puisqu'on sait que AI, le coefficient, donc l'activité chimique, elle s'écrit AI, c'est égal à gamma I par CI sur C0. Si la solution est idéale, gamma I est égal à 1, donc le potentiel chimique, il devient mu I0 de T par plus RT ln CI sur C0. Donc en général, c'est plus RT ln AI. Lorsque c'est une solution idéale, donc le gamma I disparaît, donc ce sera CI sur C0. C0, c'est, comme on le sait, donc plutôt C0, on l'a déjà dit c'est la concentration de référence, elle est égale à 1, 1 mol par litre. On va faire une remarque, lorsque deux systèmes se trouvent à l'état d'équilibre, donc lorsque deux phases, plutôt, pas de système, lorsque deux phases coexistent à l'état d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre, on vient de le voir, lorsque l'équilibre thermique, c'est les températures qui sont égales. Aussi, on a vu aussi, par exemple, lorsque nous sommes sur la ligne rouge pour le diagramme de phase, la courbe en rouge qui joint TAC, ça nous donne les états d'équilibre, l'état d'équilibre entre la phase gazeuse et la phase liquide. Et à ce moment-là, nous avons une température et une pression pour les deux phases. Alors, donc on peut conclure de ça que l'état d'équilibre, c'est la même température, la même pression, et on va ajouter à cela le même potentiel chimique. Donc lorsque nous avons l'équilibre entre deux phases, c'est pression, température et potentiel chimique. On va faire donc un exercice, on nous dit calculer la variation du potentiel chimique du glucose lorsqu'à 27 degrés C, donc là on met la température de côté, la concentration du glucose dans l'eau, elle passe de C1 égale à 0,1 millimol par litre à C2 égale à 0,2 millimol par litre. La deuxième question nous dit pourquoi, dans une solution aqueuse, le potentiel chimique mu de l'eau est-il plus faible que dans l'eau pure? Pour répondre, donc pour la première, d'abord C1 c'est 0,01 mol par litre, c'est-à-dire c'est inférieur à 1 millimol par litre. Donc la solution, donc inférieure à 1 millimol par litre, et nous on a dit que les solutions sont idéales, on considère les solutions idéales celles qui ont une concentration inférieure à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc 0,1 c'est inférieur à 10 à la puissance moins 3, c'est 10 à la puissance moins 4. Donc on peut dire que la solution elle a le caractère idéal et appliquer la relation pour les solutions idéales, c'est-à-dire mu glucose pour la situation 1, c'est mu glucose à l'état standard plus RT ln C1 sur C0. Pareil pour C2. C2, donc c'est égal, la concentration elle est égale à 0,2 millimol par litre, donc ça confère aussi le caractère de solution idéale à la solution, et mu de glucose ce sera donc mu glucose à l'état standard plus RT ln C2 sur C0. La variation, c'est-à-dire mu2 moins mu1, on fait la différence, mu2 moins mu1 c'est RT ln C2 sur C1. On calcule donc C2 nous avons, C1 nous avons donc la température et on trouve la valeur 1730 joules par mol. Donc on a répondu à la question, calculer la variation du potentiel chimique. Voilà la variation du potentiel chimique de 1 à 2. Donc lorsque la concentration est de 0,1 et elle passe à 0,2, donc le potentiel chimique il augmente de 1730 joules par mol. On augmente la concentration. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, on va d'abord
Considérez les deux cas de l'eau pure, de l'eau séparément, lorsque l'eau est pure et lorsque l'eau est en solution. Commençons d'abord par l'eau pure, la concentration de l'eau pure. Par définition, la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, donc ça devient M sur grand M fois V. Donc, quelles sont les informations que l'on a sur l'eau? C'est la masse volumique qui est égale à 1000 grammes par litre. Donc, si nous avons un volume qui est égal à 1 litre, la masse, elle sera de 1000 grammes. Donc, on va remplacer petit m par 1000. La masse par la masse molaire, c'est 18 grammes et le volume par 1 litre. Et on obtient 55,5 moles par litre. Donc, la concentration de l'eau pure, c'est 55,5 moles par litre. On met ça de côté. Maintenant, lorsque c'est l'eau en solution aqueuse, c'est-à-dire nous avons l'eau avec des solutés pour avoir une solution aqueuse. Si on prend 1 litre de solution aqueuse, ce litre de solution aqueuse, il n'est pas constitué uniquement d'eau. Il y a l'eau et les solutés. Alors tout à l'heure, quand c'était l'eau pure, 1 litre d'eau pure, c'est 55,5 moles d'eau. Maintenant, 1 litre de solution aqueuse, c'est pas uniquement de l'eau, donc il y aura moins de 55,5 moles d'eau. Donc le nombre de moles d'eau, ce sera inférieur à 55,5. Parce que quand est-ce que c'est 55,5? Lorsque c'est uniquement de l'eau. Il n'y a rien qui soit mélangé. Donc 1 litre d'eau, c'est 55,5 moles. 1 litre de solution, c'est moins de 55,5 puisqu'il y a l'eau plus les solutés. Et dans ce cas-là, la concentration de l'eau, elle sera inférieure à 55,5 moles par litre, parce que N inférieur à 55,5, donc N sur V qui est la concentration, inférieure à 55,5 moles divisé par 1 litre, ça veut dire inférieur à 55,5 moles par litre. Maintenant, on revient à la variation du potentiel chimique. mu2 moins mu1. mu2 moins mu1, ça s'écrit RT ln A2 sur A1, parce qu'en général, mu2 c'est mu0 plus RT ln A2, mu1 c'est mu0 plus RT ln A1. Donc la différence, on obtient donc RT ln A2 moins RT ln A1, ça veut dire RT ln A2 sur A1, parce que ln A moins ln B, c'est ln A sur B. Considérant A2, A2 c'est gamma A1 plutôt, A1 c'est gamma 1 par C1 sur C0. De même, A2 c'est gamma 2 par C2 sur C0. On va d'abord considérer A1. Gamma 1, donc on parle, C1 sur C0, C1 c'est la concentration de l'eau pure. Donc on parle du cas lorsque l'eau c'est à l'état pur. Et quel est, on a vu dans le cours que gamma de l'eau pure c'est égal à 1. Gamma de n'importe quel corps pur c'est égal à 1. On a vu dans le cours, lorsqu'on a fait le coefficient d'activité chimique, pour les corps purs et pour les solvants, gamma est égal à 1. Maintenant, A2, lorsque c'est en solution aqueuse, c'est gamma 2, c'est 2 sur C0. Solution aqueuse, l'eau c'est le solvant généralement, et gamma pour le solvant, c'est égal à 1 aussi. Et lorsqu'on revient donc à mu2 moins mu1, on remplace A2 sur A1, on va voir que gamma 1 et gamma 2, ça disparaît, c'est égal à 1. C0, ça disparaît, puis ça se simplifie, et donc il nous restera mu2 moins mu1, c'est RT ln C2 sur C1. Maintenant, puisque C2 est inférieur à C1, donc RT ln C2 sur C1, ce sera négatif. C'est-à-dire, mu2 moins mu1 négatif, donc mu2 est inférieur à mu1. mu2, c'est le potentiel chimique de l'eau en solution aqueuse. mu1, c'est le potentiel chimique lorsque c'est à l'état de l'eau pure. Donc, le potentiel chimique de l'eau en solution, il est plus faible que celui de l'eau pure. L'osmolarité d'une solution. On va d'abord considérer une solution composée d'un seul soluté. Pour ce cas de solution, l'osmolarité s'écrit oméga C1 plus alpha par bêta moins 1, le tout multiplié par C. C, c'est la molarité. C'est le nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. On dit molarité, on dit aussi concentration molaire. Ça s'exprime en moles par litre. Et comme, donc identiquement à l'appellation de C, C c'est la molarité, oméga ce sera l'osmolarité. C c'est le nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. Oméga ce sera le nombre d'osmoles du soluté sur le volume de la solution. On dit osmolarité et on dit aussi concentration osmolaire. Ça s'exprime en osmoles par litre. Reste à définir alpha et bêta. D'abord bêta. Bêta, dans le cas, on va définir bêta dans le cas d'électrolyte et dans le cas de non-électrolyte. Pour l'électrolyte, bêta exprime le nombre d'ions qui résultent de la dissociation du soluté. Par exemple, on prend NaCl.
NaCl, il se dissocie en donnant Na+, un ion Na+, et un ion Cl-. Donc 1 Na+, plus 1 pour Cl-, donc 1 plus 1 c'est 2, bêta c'est 2. Le nombre d'ions qui résulte de la dissociation, c'est 2. Par exemple, si Na2SO4, il me donne 2 ions Na+, et un ion SO4 de moins, 2 plus 1, bêta, c'est égal à 3. Lorsque maintenant il s'agit d'un non-électrolyte, bêta, c'est égal à 1. Par exemple, pour l'urée ou bien pour le glucose. Pour le glucose, bêta, c'est égal à 1. Pour l'urée, bêta, c'est égal à 1 aussi. Les non-électrolytes ne se dissocient pas, bêta sera égal à 1. Si on remplace bêta égal à 1 dans la formule de oméga, oméga c'est 1 plus alpha, bêta moins 1, bêta moins 1, ça devient égal à 0. Et donc oméga, ce sera C, puisque 1 plus 0, c'est 1. Oméga, ce sera égal à C. Et du coup, pour les non-électrolytes, on écrit directement l'osmolarité, c'est égal à la molarité. Bien sûr, en valeur, en unité, la molarité, c'est en osmol par litre. La molarité, c'est en mol par litre. Et l'osmolarité, c'est en osmol par litre. Alpha, c'est le coefficient de dissociation de Van 't Hoff. Explicitement, alpha, c'est le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial. C'est-à-dire, on arrive avec un certain nombre de moles de n'importe quelle soluté dans la solution, bien sûr. Après un certain temps, on va considérer combien de moles du soluté se sont dissociés et combien de moles du soluté ne se sont pas dissociés. Et après, on calculera alpha, c'est le nombre de moles qui se sont dissociés sur le nombre de moles avec lequel on est arrivé, c'est-à-dire le nombre de moles initial. Par exemple, on considère d'abord un électrolyte fort, comme le HCl. On sait que lorsqu'il se dissocie, il donne H+, et il donne Cl-. Il est fort, donc si on arrive avec un certain nombre initialement, par exemple 4 moles de HCl initialement, dans la solution, toutes les 4 moles vont se dissocier. Donc 4 moles au départ, 4 moles dissociés. Le nombre de moles dissociés sera égal au nombre de moles initial. Dans alpha, si je remplace, donc puisque nous avons le nombre de moles dissociés égal au nombre de moles initial, ça va donner le chiffre 1. Alpha sera égal à 1. Si maintenant on considère un électrolyte faible, par exemple le HCOOH, l'acide méthanoïque, on sait que lorsqu'il se dissocie, il donne H+, plus HCOO-, mais il ne se dissocie pas entièrement. Par exemple, on arrive avec 4 moles de HCOOH. Après un certain temps, on va remarquer un chiffre, un exemple comme ça, c'est des chiffres que je donne qui ne sont pas réels. Après un certain temps, on va voir par exemple qu'on aura 3 moles de HCOH qui auront disparu et donc elles vont être remplacées par les ions qui résultent de leur dissociation. Donc 3 disparaissent totalement pour devenir H+, et HCOO-, et 1 mole de HCOH restera à l'état initial. Donc le nombre de moles initial c'est 4, le nombre de moles dissociés, c'est-à-dire qui auront disparu, c'est 3. Donc le nombre de moles dissociés sera inférieur au nombre de moles initial. Donc dans alpha, quand on fait la fraction, dans la fraction, quand on fait le rapport, 3 divisé par 4, c'est inférieur à 1. Donc en général, alpha, ce sera inférieur à 1. Pour le cas d'un non-électrolyte maintenant, par exemple le glucose, pour le non-électrolyte, les glucoses, ils sont pas des le glucose plutôt, les non-électrolytes ne se dissocient pas dans l'eau. L'urée, le glucose, ça reste à l'état moléculaire. Donc pour les non-électrolytes, le nombre de moles dissociés sera égal à 0. On arrive avec n'importe quel nombre de moles de non-électrolytes, ça restera tel quel. 4 moles de glucose, ça reste 4 moles de glucose. Il n'y aura pas d'ion. Donc le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial, 0 sur n'importe quel nombre initial, ça me donnera 0. Et alpha, c'est égal à 0. Donc on constate que alpha, ou bien il est égal à 0, ou bien il est égal à 1, ou bien il est inférieur à 1. Donc en général, alpha, il sera compris entre 0 et 1. Quelques remarques, on va les évoquer. Lorsqu'on a fait la formule de oméga, on a dit que l'osmolarité, on a calculé l'osmolarité, on a plutôt donné la formule de l'osmolarité pour une solution à un seul soluté, composé d'un seul soluté. Et si on a plusieurs solutés, I-solutés, par exemple, si on a une solution dans laquelle il y a de l'urée, du glucose,
du NaCl, donc le nombre de solutés, ici c'est 3. En général, donc, si on a une solution composée de I solutés, I c'est le nombre de solutés, chaque soluté est en alpha I, bêta I, CI et oméga I. À chaque soluté correspondent ces alpha, bêta, C et oméga. Alors l'osmolarité de la solution, ce sera une osmolarité totale et ce sera la somme des oméga I, c'est-à-dire la somme des 1 plus alpha I, bêta I, moins 1 par CI. Donc, pour le cas de figure, l'exemple qu'on a donné, donc oméga, ce sera oméga de NaCl plus oméga de l'urée plus oméga du glucose. Et on aura une osmolarité totale. Dans la relation oméga, c'est 1 plus alpha par bêta moins 1 fois C, on avait dit que oméga, c'est l'osmolarité et C, c'est la molarité. On va donner aussi une autre définition de oméga. On va dire que oméga, c'est l'osmolalité et C, c'est la molalité. Alors, oméga, c'est osmolalité lorsque C, c'est molalité, et oméga, c'est osmolarité lorsque C exprime la molarité. Rappelons d'abord c'est quoi la molalité. La molalité, c'est le nombre de moles du soluté sur la masse du solvant. On dit molalité, on dit concentration molale, c'est en moles par kilogramme. Et l'osmolalité, c'est le nombre d'osmoles du soluté sur la masse du solvant. On dit donc osmolalité, on dit concentration osmolale, c'est en osmoles par kilogramme. L'osmolalité, elle est surtout utilisée dans les analyses médicales pour évaluer, pour exprimer l'osmolalité sanguine, donc c'est-à-dire pour évaluer le nombre d'osmoles du soluté par kilogramme d'eau plasmatique, le solvant c'est l'eau plasmatique, ou bien aussi utilisé pour exprimer, pour évaluer l'osmolalité urinaire. Un exercice, dans 1 litre d'eau, on a 5,85 g de NaCl et 18 g de glucose. Alors ici, nous avons le premier soluté, c'est la NaCl, le deuxième, c'est le glucose. On nous demande de calculer l'osmolarité de la solution. Alors pour répondre, on va commencer par NaCl. D'abord par dire que l'osmolarité totale, c'est oméga NaCl, c'est l'osmolarité de NaCl plus l'osmolarité du glucose. On commence par NaCl. Oméga NaCl, c'est 1 plus alpha par bêta moins 1 C NaCl. Alpha et bêta pour NaCl, c'est 1 pour alpha et bêta, c'est égal à 2. On remplace dans la formule 1 plus 1 fois 2 moins 1, c'est égal à 2. Et donc oméga NaCl, c'est 2 fois C NaCl. Pour C NaCl, c'est plutôt, donc pour C NaCl, c'est par définition, c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, le tout sur le volume. Ça devient petit m sur grand m fois V. Petit m, c'est 5,85. Grand m, c'est 58,5. La masse molaire du NaCl. V, c'est 1 litre. Donc, c'est égal à 0. Ça nous donne 0,1 mol par litre. Et donc, oméga NaCl, c'est 0,2 osmol par litre. Pour le glucose, c'est un non-électrolyte, oméga directement, c'est égal à C. C du glucose, la concentration, c'est la masse sur la masse molaire multipliée par V, comme on a fait pour NaCl, 18 sur 180 fois 1, puisque la masse c'est 18, la masse molaire c'est 180, et le volume c'est égal à 1, et on obtient 0,1 mol par litre aussi. On revient donc oméga, puisque c'est 0,1 mol par litre, oméga ce sera 0,1 osmol par litre. Oméga total, c'est oméga NaCl plus oméga glucose, c'est-à-dire 0,2 plus 0,1, ça donne 0,3 osmol par litre. Et des fois, on demande aussi en milliosmol par litre, ce sera 300 milliosmol par litre. Les types de vaisseaux et membranes. Il y a 5 types de vaisseaux sanguins, comme on voit sur le schéma. Artère, artériole, capillaire, veine et vénule. Artériole, c'est plus petit qu'artère, c'est plus fin. Vénule, c'est plus fin que veine. Et capillaire, les capillaires, ça relie l'artériole à la vénule. Donc les capillaires, ils ont un diamètre très fin. C'est comme le cheveu, ils sont encore plus fins que les cheveux. L'artère et l'artériole ont une coloration rouge parce que le sang part du cœur vers les organes via l'artère et il part chargé en oxygène, d'où la coloration rouge. Et il revient des organes vers le cœur
chargé, il revient chargé en dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'on lui a donné la coloration bleue et il revient via les veines. Maintenant, il y a aussi les tissus, donc il y a un échange de gaz et de nutriments entre le sang et les tissus, et ceci s'opère via les capillaires. Les tissus cellulaires, on va sur le schéma ici, donc nous avons un capillaire et le milieu, les tissus, il y a des cellules, il y a le milieu interstitiel. Alors, le milieu interstitiel, c'est le liquide qui remplit l'espace entre le capillaire sanguin et les cellules. Ce milieu, donc ce liquide-là, on l'appelle aussi interstitium, et il a une composition ionique proche de celle du plasma sanguin. Nous avons donc sur le schéma, on voit qu'il y a donc le compartiment de la cellule, il y a le compartiment intracellulaire, il y a l'extracellulaire, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'extérieur de la cellule. Donc ce qui est donc à l'extérieur de la cellule, c'est le milieu interstitiel et le plasma. Le plasma, c'est dans les capillaires. Le sang, le plasma avec les globules rouges, blancs et plaquettes. La couleur verte pour les plaquettes, c'est juste une coloration, ça n'a pas une couleur verte. Alors, donc, dans le capillaire, donc, nous avons une membrane capillaire. C'est entouré, donc le capillaire, c'est entouré d'une membrane capillaire. Et la cellule, c'est entouré d'une membrane cellulaire. Et à travers les membranes cellulaires et capillaires, s'opèrent les transports d'eau et de soluté. Il y a trois types de membranes. Il y a la membrane d'abord dialysante. La membrane dialysante, elle laisse passer l'eau et les petites molécules ou ions, K+, Na+, Cl-, mais elle arrête les macromolécules, les grosses molécules qui ont une masse molaire supérieure ou égale à 10 kg. Il y a aussi la membrane semi-perméable. Celle-là, elle ne laisse passer que l'eau. On dit semi-perméable, on dit hémiperméable. Et il y a la membrane sélective ou biologique. Alors, elle sélectionne, donc d'où son nom, la membrane donc biologique, elle sélectionne, elle laisse passer l'eau et certaines molécules. Les propriétés colligatives. Alors, par définition, c'est quoi les propriétés colligatives? Ce sont les propriétés physico-chimiques des solutions qui ne dépendent que du nombre de particules des solutés. Donc, elle varie avec le nombre de particules des solutés, avec le nombre de moles. Ça dépend donc du nombre de moles. On commence par l'élévation ébullimétrique. On se trouve dans le terme ébullition. Sachant qu'une solution, c'est un solvant plus un soluté, on désigne par T0 la température de vaporisation du solvant. La température de vaporisation de la solution, on va la désigner par TS. Alors, par exemple, l'eau, elle bout à 100 degrés Celsius, elle s'évapore, donc elle bout à 180 degrés, à 100 degrés Celsius. Par contre, l'eau sucrée, donc elle bout à plus que ça. Donc elle s'évapore à plus que ça. On sait que la température de vaporisation de la solution, elle est plus grande que celle du solvant. On appelle donc cette élévation, cette différence-là, on la quantifie par delta T de vaporisation. C'est la température de la solution moins celle du solvant. Et ça s'appelle une élévation ébullimétrique. Et cette élévation, bien sûr, elle est positive. On prend par exemple, on revient à l'eau, donc la température de vaporisation de l'eau, c'est 100 degrés. De l'eau sucrée, prenons un chiffre, c'est 110 degrés. Donc delta T, c'est 10, 110 moins 100. Cette élévation ébullimétrique, elle obéit à la loi de Raoult qui dit que delta T vaporisation, c'est KEB par oméga. Alors, oméga, c'est l'osmolarité. Donc, d'abord, delta T de vaporisation, elle s'exprime en degrés Celsius. Oméga, c'est l'osmolarité de la solution. Bien sûr, on sait très bien que l'osmolarité, c'est en osmol par litre. Et KEB, c'est une constante caractéristique. C'est la constante ébullioscopique du solvant. Donc, c'est des valeurs qu'on sait pour chaque solvant. L'eau, elle a une constante, l'huile, ça a une constante, etc. L'unité de KEB, puisque KEB, c'est delta T sur oméga, donc ce sera en degrés C divisé par osmol par litre, c'est-à-dire en degrés C litre sur osmol. Remarquons que si oméga, ça désigne l'osmolalité, pas l'osmolarité. Sachant que l'unité de l'osmolalité, c'est osmol par kilogramme, alors delta T,
qui s'écrit KEB par oméga. Alors KEB, ce sera l'unité de KEB, c'est l'unité de delta T degrés Celsius divisé par osmol sur kilogramme, c'est-à-dire degrés C par kilogramme sur osmol. Et aussi, on peut évaluer delta T en Kelvin. À ce moment-là, si delta T est en Kelvin, KEB, la constante ébullioscopique, elle peut être donc, on reprend les unités qu'on vient de trouver et on remplace degrés C par Kelvin, c'est-à-dire ce sera Kelvin par litre sur osmol ou bien Kelvin par kilogramme sur osmol. Maintenant, on va considérer l'abaissement cryoscopique. Toujours la solution, c'est un solvant plus un soluté. On va désigner par T0 la température de solidification du solvant. Et par TS la température de solidification de la solution. Par exemple, l'eau, elle se solidifie à 0 degrés Celsius. Mais l'eau salée, par exemple, elle se solidifie à moins que ça. Par exemple, à moins 5 degrés Celsius. Et donc la température de solidification de la solution, elle est plus faible que celle de la solution, elle est plus faible que celle du solvant. La différence, c'est l'abaissement cryoscopique delta T, c'est TS moins T0, c'est négatif. Si on reprend l'exemple de l'eau salée c'est moins 5 degrés, l'eau c'est 0, donc moins 5 moins 0 c'est moins 5, c'est négatif, et c'est l'abaissement cryoscopique. Cet abaissement-là, il obéit à la loi de Raoult qui s'écrit moins KCR par oméga. Il y a le signe moins parce que oméga et KCR c'est positif et delta T c'est négatif. C'est pour cela qu'il y a le signe moins. L'unité donc de delta T c'est degrés Celsius. Oméga aussi c'est l'osmolarité. C'est en osmol par litre. Et donc l'unité de KCR qui est d'abord définissant KCR, c'est comme pour l'ébullition, KCR, c'est la constante cryométrique du solvant. C'est donc en degrés sur divisé par osmol sur litre, c'est-à-dire en degrés litre par osmol. Comme on a fait la remarque pour l'élévation ébullimétrique, alors si oméga, c'est pas l'osmolarité, c'est l'osmolalité, c'est-à-dire elle s'exprime en osmol par kilogramme, et à ce moment-là, KCR, ce sera degré C kilogramme sur osmol. Aussi, si la variation, donc cet abaissement cryoscopique est exprimé en Kelvin, alors KCR, il aura l'unité de Kelvin par litre sur osmol lorsqu'on travaille avec l'osmolarité, ou bien Kelvin par kilogramme sur osmol lorsqu'on travaille en osmolalité. Un exercice d'application, on nous dit l'abaissement cryoscopique d'un sujet en état d'ébriété, c'est-à-dire qui a bu de l'alcool, est de moins 0,62 degrés C. Quel serait son taux d'alcoolémie? Entre parenthèses, on nous précise, c'est en grammes par litre. Il demande ici le taux d'alcoolémie et en grammes par litre, ça veut dire calculer la concentration pondérale de l'alcool. C'est en grammes par litre. Alors si tous les autres paramètres sanguins sont normaux, on donne l'abaissement cryoscopique normal du sang, c'est moins 0,56 degrés C. Normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le sujet n'a pas donc pris d'alcool, quand il n'y a pas donc autre chose. La masse molaire de l'alcool, c'est 46 grammes par mol, il s'agit de l'éthanol. Et pour l'eau plasmatique, KCR, c'est 1,86 degrés C, litre sur osmol. Alors on remarque, l'eau plasmatique, pourquoi? Parce qu'elle joue le rôle de solvant. Et on remarque aussi que KCR de l'eau plasmatique, c'est la même que KCR de l'eau pure. On répond, alors on va partir bien sûr de la relation que delta T égale à moins KCR oméga. On va appliquer cette relation pour le sang normal et pour le sang lorsqu'il y a ébriété. Alors pour le sang normal, la variation, donc l'abaissement cryoscopique, on l'appelle delta T1. L'osmolarité, c'est oméga 1 et on écrit delta T1 égale à moins KCR oméga 1. Lorsque maintenant c'est l'état d'ébriété, ça devient delta T2 oméga 2. L'osmolarité ça change, l'osmolarité du sang ça change. C'était oméga 1, ça devient oméga 2. Et KCR, delta T, ce sera T2, c'est moins KCR oméga 2. Alors, on passe de oméga 1 à oméga 2, donc qu'est-ce qui change? Donc initialement c'est oméga 1, à laquelle viendra s'ajouter oméga de l'alcool, une fois qu'il a bu. Alors on va dire oméga 2, c'est oméga 1 plus oméga de l'alcool. L'osmolarité totale, c'est l'osmolarité de tous les constituants. Donc, qu'est-ce qui a changé? On a juste ajouté de l'alcool, donc ça devient oméga initial plus oméga de l'alcool. On remplace en delta T2
Donc delta T2 c'est moins KCr oméga 1 plus oméga de l'alcool. On développe. Voilà, on va dire, donc on distribue, donc ce sera moins KCr oméga 1, moins KCr oméga de l'alcool. Alors, remarquons que moins KCr oméga 1, c'est delta T1. Et donc, on écrit delta T2, c'est delta T1 moins KCr oméga de l'alcool. On peut donc déduire oméga de l'alcool de cette relation. Oméga de l'alcool, c'est delta T2 moins delta T1 sur moins KCr. On remplace, nous avons tout, on obtient la valeur 0,032 osmol par litre. Là, c'est l'osmolarité de l'alcool. L'alcool, c'est un non-électrolyte, donc sa molarité, c'est égal à son osmolarité. Donc, la molarité de l'alcool, c'est 0,032 mol par litre. Pour passer à la concentration pondérale, c'est-à-dire pour trouver le taux d'alcoolémie, la concentration pondérale, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire et on remplace 0,032 par 46 et on obtient 1,48 g par litre. La pression osmotique. Alors, nous avons une cuve séparée en deux compartiments. Le compartiment 1, il contient une solution qui a une concentration oméga et le compartiment, il contient de l'eau pure. Les deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable. On rappelle que la membrane semi-perméable, elle ne laisse passer que l'eau. Alors, d'abord, pourquoi pour l'eau pure, on a mis 0? Pour la solution, c'est la concentration oméga parce qu'elle contient des solutés. L'eau pure, il n'y a pas de soluté. Donc, la concentration osmolaire, elle est nulle. Il n'y a pas de soluté, pas de concentration. On met presque 0 parce qu'il y a toujours une quantité infime, très faible, négligeable de soluté dissous dans l'eau. Et donc, on va dire presque 0. Alors, que va-t-il se passer? Nous avons un compartiment concentré et un compartiment qui ne l'est pas, le compartiment le compartiment numéro 2. Alors, il se passera que l'eau va passer du compartiment le moins concentré, qui est celui de l'eau pure, donc pas concentré du tout, vers le compartiment concentré, qui est donc le compartiment 1. Donc, et le fait que l'eau passe d'un compartiment vers un autre compartiment et à travers une membrane semi-perméable, ceci s'appelle le phénomène de l'osmose. Alors, pour ce qui est donc, qu'est-ce qui fait que l'eau fasse donc cette diffusion? Ceci, c'est l'eau, elle passe d'un compartiment à l'autre sous l'effet d'une force. Pas une force en termes de force de Newton, sous l'effet. Donc, c'est une force en termes de pression osmotique. Alors, cette pression osmotique, puisque l'eau, elle est entraînée de 2 vers 1, donc on la schématise sur le schéma, elle est en bleu, elle est de 2 vers 1. Donc, cette pression osmotique, c'est elle qui entraîne l'eau d'un compartiment vers l'autre. C'est une pression, cette pression osmotique, plutôt que de dire force osmotique, cette pression osmotique, elle entraîne l'eau d'un compartiment vers l'autre, puis c'est une pression, elle s'exprimera en Pascal. Donc, que vaut cette pression? Quelle est la formule de cette pression? La formule est la suivante. Pi osmotique, c'est oméga RT. C'est ce qu'on appelle la loi de Van 't Hoff. Alors, là, donc, si on récapitule, nous avons deux compartiments, l'un concentré et l'autre pas. Sous l'effet de la pression osmotique, l'eau est passée du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. Donc, on va évoquer. Donc, ceci donc, nous laisse dire une autre définition pour la pression osmotique qui est elle mesure la tendance d'une solution à aspirer l'eau par osmose. Donc, si on a une solution, elle aspire l'eau. Donc, deux compartiments différents. Donc, une solution, elle aspire l'eau de l'autre compartiment. Alors, de façon générale, si nous reprenons donc le schéma ci-dessus, on le refait, mais avec deux solutions. C'est-à-dire une solution 1 avec une concentration osmolaire oméga 1 et une solution 2 avec la concentration osmolaire oméga 2, avec bien sûr oméga 1 différente. On va prendre oméga 1 plus grande que oméga 2 et la membrane, elle est toujours semi-perméable. Donc, si on s'appuie sur la définition qui dit que la pression osmotique, elle mesure la tendance d'une solution à aspirer l'eau, il se passera que la solution 1 aspire l'eau avec une pression osmotique pi1, c'est oméga 1 RT. C'est représenté par le vecteur rouge. Et la même chose va être faite par la solution 2. Elle aussi, elle va aspirer l'eau avec le vecteur pi2 oméga 2 RT, représenté en bleu sur le schéma ou bien sur la figure. Alors, nous avons deux vecteurs collinaires, c'est-à-dire sur la même ligne, mais qui n'ont pas le même sens. On a pi1 et pi2 qui n'ont pas aussi le même module.
pi1 il est plus grand que pi2 parce que oméga 1 est plus grand que oméga 2. Alors puisque quand on revient en arrière, la somme de deux vecteurs collinéaires qui n'ont pas le même sens, c'est un vecteur qui aura le sens du plus grand et qui aura le module égal au module du plus grand moins le module du plus petit. Donc on appliquera ça ici. Alors oméga 1 supérieur à oméga 2, donc le bilan, la somme de ces deux vecteurs, ça nous donne la pression osmotique, pi osmotique finale, et ce sera oméga 1 RT moins oméga 2 RT, c'est-à-dire pi1 moins pi2, et donc oméga 1 moins oméga 2 multiplié par RT, et on le représente par le vecteur rouge, puisqu'il prend la même couleur. Pourquoi c'est schématisé en rouge? Pour rappeler qu'il a le même sens que le vecteur qui a le module le plus grand. Voilà, donc l'eau, elle va diffuser donc au total, puisque l'eau, elle a diffusé sous l'effet de la solution 1, sous l'effet de pi1, elle a diffusé de 2 vers 1, sous l'effet de pi2, elle a diffusé de 1 vers 2, mais le bilan, ce sera qu'au final, on aura l'eau qui va diffuser de 2 vers 1. Quand est-ce qu'elle s'arrêtera? Elle s'arrêtera lorsqu'on aura une égalité des deux osmolarités de part et d'autre de la membrane. Un exercice d'application nous dit à 25 degrés C, deux compartiments 1 et 2, séparés par une membrane hémiperméable parfaite, c'est-à-dire semi-perméable, parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne laisse passer que l'eau, contiennent respectivement une solution aqueuse de NaCl à 5,85 g et une solution aqueuse de glucose à 18 g par litre. Alors, respectivement, ça veut dire NaCl revient sur le compartiment 1, revient au compartiment 1, et le glucose revient au compartiment 2. Dans quel sens s'effectue le flux d'eau et sous quelle pression? Alors, pour répondre, on va donc commencer par calculer l'osmolarité du compartiment 1, qui est celui qui contient NaCl. Et on sait que oméga de NaCl, c'est 2 fois CNaCl. On l'a déjà vu dans les exercices d'application précédents. La concentration molaire de NaCl, c'est la concentration, puisqu'on nous a donné la concentration pondérale. Donc, c'est sa concentration pondérale divisée par la masse molaire. La masse molaire de NaCl, c'est 58,5. On remplace, on trouve 0,2 osmol par litre. On va convertir en osmol par mètre cube. Pourquoi? Parce que pour calculer la pression, il faut être dans le système MKSA. Donc les litres, c'est pas dans le système MKSA. 1 litre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Ça monte donc au numérateur. Ça devient 10 à la puissance plus 3. Donc on va dire c'est 0,2 fois 10 à la puissance 3 osmol par mètre cube. Pour le glucose c'est un non-électrolyte. Donc sa concentration osmolaire, c'est égal à sa concentration molaire. Oméga 2, c'est égal à C2. C2, c'est la concentration pondérale du glucose divisée par sa masse molaire, qui est égale à 180 g par litre. On le sait déjà, on l'a déjà considéré le glucose. Donc 18 sur 180, et on trouve 0,1 osmol par litre qu'on convertit en osmol par mètre cube. Maintenant, puisqu'on a oméga 1 est plus grande que oméga 2, donc l'eau va diffuser, pour répondre à la question, l'eau va diffuser du moins concentré vers le plus concentré. Donc, c'est-à-dire qu'elle va diffuser de 2 vers 1. Sous quelle pression? Sous l'effet de la pression osmotique. La pression osmotique, c'est oméga 1, pi osmotique, c'est oméga 1 moins oméga 2 RT. On remplace donc oméga 1 et oméga 2 par leur valeur. Tout calcul fait, on obtient 248 pascal. Quelques remarques. Alors, on va commencer par dire que les particules qui ne diffusent pas, c'est-à-dire qui restent prisonnières de la solution. Revenons en arrière, on avait donc, pour rappeler, nous avions donc une solution d'osmolarité oméga et face à laquelle il y avait donc contre laquelle il y avait de l'eau pure. Il y avait donc une pression osmotique. Et donc la pression osmotique c'était oméga RT, et oméga c'est quoi? C'est l'osmolarité qui est due aux particules qui sont restées prisonnières, aux osmoles qui sont restées prisonnières du compartiment 1. Dans l'exemple 2, nous avions un compartiment 1 et un compartiment 2. Il n'y a que l'eau qui diffuse. Alors, l'osmolarité de 1, c'est oméga 1, ça crée une pression osmotique avec laquelle on calcule la pression osmotique pi1 avec oméga 1 RT. Ça veut dire que les particules, les osmoles qui ne diffusent pas, interviennent dans le calcul de la pression osmotique. C'est comme s'ils créent une pression, c'est-à-dire qu'ils se mettent à aspirer l'eau. Donc l'eau, elle est aspirée parce qu'il y a des particules qui sont restées prisonnières dans un compartiment.
Voilà. Donc, pour ces particules qui ne diffusent pas, elles entraînent un déplacement d'eau et provoquent ainsi une pression osmotique. Il n'y aurait pas eu de pression osmotique si toutes les particules auraient eu la liberté de traverser la membrane. Rappelez-vous, la pression osmotique, on la calcule oméga RT. Oméga, c'est la concentration osmolaire des particules qui se trouvent prisonnières du compartiment 1 pour un compartiment 1 et pour l'autre compartiment, c'est oméga 2 RT. Alors, on dit que ces particules-là, on les dit osmotiquement actives. Donc, ce qui est osmotiquement actif, c'est ce qui intervient dans le calcul de la pression osmotique. C'est-à-dire, c'est ce qui cause l'aspiration de l'eau. Pourquoi l'eau, elle est aspirée? Elle est aspirée parce qu'il y a des molécules, des osmoles qui sont prisonnières et alors elles se mettent à aspirer l'eau. Voilà. Maintenant, on va dire que lorsque la pression osmotique est égale à 0, quand on a fait les deux compartiments, on a dit pi1 et pi2, et pi osmotique, c'était pi1 moins pi2. Si pi osmotique est égal à 0, ça veut dire que pi1 est égal à pi2. Donc, et dire que pi1 est égal à pi2, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux d'eau. Si les deux pressions osmotiques de part et d'autre de la membrane sont égales, le bilan, la pression osmotique du bilan global, elle est égale à 0, donc il n'y a pas de flux d'eau. Et on dit que les compartiments 1 et 2 sont isotoniques ou bien iso-osmotiques. Aussi, lorsque on a le cas où pi1 est inférieur à pi2, par exemple, ça veut dire que oméga 1 est inférieur à oméga 2. Alors, si pi1 est égal à inférieur à oméga 2, ça veut dire que le compartiment 1, celui qui a la plus faible pression osmotique, on l'appelle hypotonique, et le compartiment 2, qui a la plus forte pression, on l'appelle hypertonique. Maintenant, si on a l'isotonicité, on vient de le voir, l'isotonicité, c'est-à-dire que pi1 est égal à pi2. Ça veut dire pi osmotique est égal à 0. Alors, isotonicité avec membrane semi-perméable. Alors, pi1 égale à pi2, ça revient à dire oméga 1 égale oméga 2. Parce que pi1 c'est oméga 1 RT et pi2 c'est oméga 2 RT. Et alors, on a l'iso-osmolarité. Alors, isotonicité, ça rime avec iso-osmolarité à la condition nécessaire et suffisante. Très importante la condition, il faut que la membrane soit semi-perméable. Si la membrane n'est pas semi-perméable et qu'on a une isotonicité, une membrane biologique, alors dire pi1 est égal à pi2, ça ne veut pas dire obligatoirement, on n'a pas forcément oméga 1 égale à oméga 2. On peut avoir pi1 égale à pi2, mais pas forcément oméga 1 égale à oméga 2. Pour expliquer ces deux remarques, on va donner un exemple. Par exemple, nous avons une hématie, c'est-à-dire un globule rouge, dont l'osmolarité interne est de 300 milliosmoles par litre. Cette hématie, elle est plongée dans une solution qui contient du NaCl et de l'urée. Sauf que l'urée, il diffuse librement à travers la membrane de l'hématie. Et le fait que l'urée diffuse librement à travers la membrane de l'hématie, ça a son poids dans le calcul de la pression osmotique. C'est ce qu'on va voir. Alors, on fait un petit schéma d'illustration. L'hématie, elle est plutôt dans la solution. La solution, elle contient du NaCl et de l'urée. Commençons par l'hématie. L'hématie, on appelle ça le compartiment 1. Son osmolarité, c'est 300 milliosmoles par litre. La pression osmotique, donc l'hématie, va se mettre à aspirer l'eau avec une pression pi1 qui s'écrit oméga 1 RT. Bien sûr, pour travailler en pression, pour faire la pression, il faut travailler dans le système MKSA, c'est-à-dire convertir l'osmolarité oméga 1 en osmole par mètre cube. Remarquons que 1 milliosmole par litre, c'est une osmole par mètre cube. Et donc, oméga 1 RT, 300 milliosmoles par litre, c'est 300 osmoles par mètre cube. Et donc, pi1, ce sera 300 RT. Donc, maintenant, on va passer à la solution. La solution, c'est le compartiment 2. La solution elle est composée de NaCl et d'urée. Donc, l'osmolarité, ce sera osmolarité NaCl plus osmolarité urée. On nous l'a dit 300 pour NaCl et 100 pour l'urée. Donc, ce sera 400 milliosmoles par litre ou bien 400 osmoles par mètre cube. Maintenant, l'urée, elle diffuse librement à travers la membrane de l'hématie. Donc, il y aura d'abord une pression osmotique et l'urée diffuse librement. Donc, est-ce qu'elle va intervenir dans le calcul de la pression osmotique? Non. On vient de le dire, les particules qui restent prisonnières de leur compartiment se mettent à aspirer l'eau. Elles aspirent l'eau, donc elles participent
au calcul de la pression osmotique. Elles interviennent dans le calcul de la pression osmotique. L'urée, elle est comme l'eau, elle diffuse librement. Donc, elle n'est pas osmotiquement active, donc elle ne va pas intervenir dans le calcul de la pression osmotique. Qu'est-ce qui va attirer l'eau? Parce que le compartiment 1, il attire l'eau du compartiment 2 et le compartiment 2 attire l'eau du compartiment 1. Le compartiment 2, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui attire l'eau dans le compartiment 2? Eh bien, c'est uniquement un NaCl. Parce qu'il reste les molécules, les ions d'NaCl, les osmoles d'NaCl restent prisonniers de leur compartiment, donc ils aspirent l'eau. Alors on redit ça, l'urée peut être assimilée à l'eau qui est un solvant pur, car elle diffuse à travers la membrane de l'hématie, donc elle n'est pas osmotiquement active et donc elle n'intervient pas dans le calcul de la pression osmotique et donc voilà, donc on arrive à dire que pi2 ce sera oméga NaCl-RT, c'est-à-dire 300 RT. Et donc nous avons pi1 égale à pi2 mais pas oméga 1 égale à oméga 2 parce que la membrane elle est biologique. On a isotonicité mais pas iso-osmolarité. On va poursuivre avec les remarques et on va dire que si la membrane elle est totalement perméable aux solutés, membrane totalement perméable aux solutés, c'est-à-dire que aucune osmole ne restera prisonnière de son compartiment. Et donc, il n'y aura pas une aspiration d'eau, donc il n'y aura pas de pression osmotique. Donc, si elle est totalement perméable aux solutés, donc la pression osmotique est nulle. Si aussi la membrane, elle est partiellement perméable aux solutés, c'est-à-dire, c'est quoi partiellement? Ça veut dire, imaginons la chose comme ça, nous avons une membrane, donc par rapport à un type de soluté. Alors, les osmoles de ce soluté ne passeront pas toutes. Il y aura 3 osmoles par exemple qui vont passer et 4 osmoles qui ne passeront pas. Elle est partiellement perméable. Alors à ce moment-là, la pression osmotique, on la calcule avec quoi? On la calcule avec, est-ce qu'on la calcule avec les osmoles qui traversent ou bien les osmoles qui restent prisonnières? On la calcule avec les osmoles qui restent prisonnières. Alors comment tenir compte des osmoles qui restent prisonnières par rapport à celles qui traversent? On fait apparaître un facteur sigma. On écrit d'abord pi osmotique, c'est sigma, oméga RT, et on va interpréter ce facteur sigma. Alors, sigma, c'est le coefficient, il est dit coefficient de réflexion du soluté sur la membrane. Réflexion, ça vient du mot réfléchir. Comme l'onde lumineuse par exemple, eh bien un rayon lumineux, il arrive sur une surface et il se réfléchit, ça veut dire il revient, il retourne en arrière. C'est ça le coefficient de réflexion du soluté sur la membrane. Donc on tient compte de ce qui ne passe pas. Réfléchit, ça veut dire ne passe pas. Donc quand on revient pi osmotique, c'est sigma oméga RT. Sigma, c'est le coefficient des osmoles qui ne traversent pas, qui restent prisonnières et qui créent une pression osmotique. Alors, par définition, sigma donc, c'est le nombre des osmoles qui ne traversent pas la membrane sur le nombre initial d'osmoles. Je reprends l'exemple. Nous avons par exemple 10 osmoles de n'importe quel soluté, 4 traversent et 6 restent. Les 4 qui traversent ne créent pas de pression osmotique. Elles traversent, donc elles ne sont pas osmotiquement actives. Les 6 qui restent, elles vont se mettre à aspirer l'eau, donc elles vont créer une pression osmotique. Donc ça, c'est une définition pour sigma. On peut définir sigma aussi d'une autre manière, en disant que sigma, c'est l'air des pores imperméable aux solutés sur l'air total des pores. L'air, c'est surface. Alors, imaginons que nous ayons la membrane trouée des pores. Un pore, c'est un trou. Alors, troué, on a plusieurs pores. Alors, nous avons les dimensions ne sont pas égales pour les pores. Alors, il y a un pore qui est ouvert, par exemple un grand, large, et un pore qui est donc étroit. Alors, les pores étroits ne laissent pas passer les solutés, certains solutés, et les pores larges les laissent passer. Alors, quels sont les pores qui interviennent dans l'osmolarité? Ce sont les pores qui ne laissent pas passer, ce sont les pores étroits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de la surface, des surfaces des pores qui ne laissent pas passer les osmoles, et on la divise par la surface totale de tous les pores. Par exemple, nous avons 10 pores. 4 pores sont ouverts, très larges, ils laissent passer, et 6 pores ne laissent pas passer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la surface de ces 6 pores qui ne laissent pas passer, et on la divise par la surface de tous les pores, et on obtient le facteur sigma. Alors, si la membrane elle est dialysante, ça veut dire qu'elle laisse passer les petits ions. Alors, on ne considère pas le cas où on a des macromolécules. Si elle est dialysante, ça veut dire que toutes les portes, tous les pores sont ouverts.
tous les ions passent. Alors, si on revient à sigma, sigma, c'est le nombre d'osmoles qui ne traversent pas la membrane. Est-ce qu'il y aura des osmoles qui ne vont pas traverser la membrane, puisqu'elle est dialysante? Ils peuvent passer, tous passent. Toutes les osmoles passent. Donc, est-ce qu'il y aura des osmoles qui ne traversent pas la membrane? Non. Le nombre d'osmoles qui ne traversent pas la membrane, ce sera 0. Et donc, sigma, ce sera égal à 0. Si la membrane, elle est semi-perméable, alors, est-ce qu'il y aura des pores qui laisseront passer des osmoles? Non. Et on sait que pour la membrane semi-perméable, il n'y a que l'eau qui passe. Alors, le nombre d'osmoles qui ne traversent pas la membrane, ce sera toutes les osmoles. Si vous avez 10 osmoles, aucune osmole ne va traverser avec une membrane semi-perméable. Alors 10 osmoles, initialement vous avez 10 osmoles, et ben, le nombre d'osmoles qui resteront prisonnières, ce sera 10. Alors le nombre qui ne traverse pas, c'est égal au nombre initial. Et donc sigma, ce sera égal à 1. Et donc en général, sigma, il sera compris entre 0 et 1. Maintenant, si nous avons une solution qui est composée dans un compartiment, nous avons un certain nombre de solutés, I soluté, I c'est le nombre des solutés, et donc pour chaque soluté, nous avons sigma qui lui correspond et nous avons oméga qui lui correspond. Et donc à ce moment-là, on va dire que la pression osmotique qui est créée par les solutés de ce compartiment, ce sera la somme de toutes les pressions osmotiques relativement à chaque soluté, et donc ce sera la somme sur I, sigma I, oméga I, RT.